Bonjour Nicolas Tenzer. Bonjour Salia. Volodymyr Zelensky se dit prêt à, je cite, échanger un territoire contre un autre avec Moscou. Est-ce que ça veut dire qu'il part perdant avant même que les négociations commencent autour de la table ? Écoutez, là j'ai plutôt l'impression qu'il part gagnant, parce qu'il dit finalement nous avons pris une partie de la Russie, la région de Koursk concrètement. Eh bien vous les Russes, vous nous rendez nos territoires et nous on vous rend, d'ailleurs on n'avait aucune volonté d'ailleurs de le garder à tout jamais, la région de Koursk. Mais il faut bien dire quand même que la Russie a annexé les régions de Lugansk, de Donetsk, de Kherson et de Zaporijjia et sa centrale nucléaire. Donc beaucoup plus qu'une seule région détenue par les Ukrainiens, de région russe que les Ukrainiens. Ça veut dire que ces régions-là, ukrainiennes, annexées par les Russes, elles ne reviendront jamais entre les mains des Ukrainiens ? Alors ce serait totalement inacceptable. D'ailleurs, le président Zelensky l'a souvent dit, les dirigeants occidentaux l'ont rappelé quand même régulièrement, l'intégrité territoriale de l'Ukraine, c'est-à-dire la souveraineté sur tous ces territoires qu'elle contrôle légitimement, ou qu'elle devrait contrôler légitimement, y compris bien sûr la Crimée, il n'y a pas de distinction sur la Crimée, sont ukrainiennes et doivent revenir à l'Ukraine. Mais il y a eu des référendums. Maintenant, alors il y a une proposition effectivement que dit Zelensky. Il a fait un long fil sur le réseau X, d'ailleurs il y a peu de temps là-dessus. Il a dit mais enfin concrètement, avec beaucoup d'amertume, et une amertume que je comprends, justifiée, c'est les dirigeants occidentaux avaient été totalement cohérents, avaient été là, avaient répondu présent, avaient donné plus d'armes à l'Ukraine, étaient peut-être d'ailleurs intervenus pour chasser les soldats russes depuis le début, l'Ukraine n'en serait pas là. Et donc là, pour l'instant, Zelensky est obligé en quelque sorte de dire, voilà, il va peut-être falloir abandonner une partie de ces régions, mais ce ne sera pas en fait une perte que nous allons assumer sur le plan légal, c'est-à-dire que ces territoires doivent rester ukrainiens en droit, mais nous essayerons de les reconquérir plus tard et autrement. Ce qui, effectivement, encore une fois, renvoie à cette responsabilité des Occidentaux. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce sont les Occidentaux qui sont en particulier responsables de l'application du droit international et de l'application du droit des frontières. La deuxième chose, c'est que l'on sait, et c'est documenté dès le début de la guerre russe contre l'Ukraine, non pas 2022, mais 2014, c'est que dans l'ensemble de ces territoires occupés, vous avez des chambres de torture, vous avez régulièrement des disparitions forcées, vous assistez à des viols collectifs, vous assistez également à ces déportations d'enfants qui sont un crime de génocide en vertu de la Convention du 9 décembre 48. C'est ça la réalité. Est-ce que nous, encore une fois, nous, théoriquement démocratie occidentale, qui reconnaissons la valeur du droit international, nous sommes prêts à laisser faire ça. On pourra parler de la valeur du droit international à l'ère de Donald Trump, mais pour le moment, il y a ce qui est un autre sujet, enfin ce qui est un sujet, ça fait partie de ce sujet, mais en ce moment, il y a eu cette nuit encore des frappes sur Kiev. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky dit ce matin que ça montre que Vladimir Poutine ne se prépare pas à la paix. Est-ce que les troupes ukrainiennes peuvent encore perdre du terrain là dans les jours qui viennent, alors qu'on parle de discussions, de négociations ? Écoutez, d'abord, quand on regarde les pertes des troupes ukrainiennes au cours de l'année 24, donc l'année dernière, c'était quelque chose comme 3865 km², ce qui est 0,6% du territoire de l'Ukraine. Donc, quand on parle d'avancées massives, on n'est pas dans des avancées massives. Et au prix d'ailleurs de pertes russes absolument considérable, il ne faut jamais l'oublier. On parlait tout à l'heure de la région de Koursk, les Russes, quand même, la soi-disant seconde armée du monde, n'a jamais réussi à reconquérir. Donc encore une fois, les avancées russes, aujourd'hui, elles ne sont pas considérables. Elles existent, oui, bien sûr, on grignote du terrain. Les Ukrainiens n'arrivent pas à reprendre du territoire, oui, ça c'est vrai, mais on n'est pas dans une phase d'avancée. Mais il reste quand même que, Nicolas Tenzer, que les Russes contrôlent 20% du territoire ukrainien aujourd'hui. Il y a une déclaration qui a jeté un trouble alors que le dialogue commence tout juste, et cette déclaration, elle est signée Donald Trump. Écoutez. Russes et Ukrainiens pourraient arriver à un accord comme ils pourraient ne pas arriver à un accord. Les Ukrainiens pourraient être Russes un jour, comme ils pourraient ne pas être Russes. L'Ukraine peut être russe un jour comme ne pas être russe. En fait, c'est au minimum ambigu, cette déclaration. Qu'est-ce qu'il veut dire, au fond, Donald Trump ? D'abord, il signifie par là que, de toute manière, il se moque complètement du droit international, de la souveraineté des peuples, de savoir, effectivement, est-ce qu'il y a une légitimité, quand même... d'un peuple sur un territoire qui l'emporte ou pas. Et donc, ça, ce n'est même plus un mystère. C'est-à-dire qu'on le voit, d'ailleurs, dans toutes les déclarations de Trump, que ça concerne, d'ailleurs, les Ukrainiens ou ça concerne les Palestiniens. Vraiment,
les peuples n'existent pas, c'est ça. On n'est que dans le rapport de force. C'est-à-dire ça veut dire que la donne a totalement changé, parce que tout à l'heure, vous nous disiez, au début de cette émission, c'est aux Occidentaux de faire valoir le droit international et notamment la valeur des frontières. Mais quand il y a, depuis le 20 janvier, un président américain qui dit « je veux faire du Canada le 51e État, je veux le Groenland, le canal de Panama, ça peut devenir américain », comment est-ce que derrière, il peut faire respecter le droit international et les frontières par la Russie ? Et non, mais ça pose le vrai sujet aujourd'hui, qui est, vous savez, vous connaissez mes positions, je suis quand même plutôt favorable à l'Alliance Atlantique, je suis même dépeint comme un transatlantiste forcené parfois par certains. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir radicalement cette idée de lien transatlantique fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il appartient aux démocraties européennes, à un certain nombre d'autres démocraties dans le monde, je pense à grandes démocraties en Asie, la Corée du Sud, le Japon, Taïwan, l'Australie, dans la région Pacifique, quelques démocraties en Amérique latine, le Chili, etc., de dire, attendez, on a ces principes, nous devons nous battre pour. Et aujourd'hui, on est, assez paradoxalement, dans une opposition, bien sûr, à la Russie, à la Chine, à l'Iran, à la Corée du Nord, à ces États révisionnistes, mais de plus en plus avec un État, les États-Unis, qui joue exactement le même rôle, parce que le discours de Poutine que vous avez rappelé par exemple sur le Groenland ou sur Panama, c'est un discours poutinien, et c'est un discours qui pourrait servir à Xi Jinping pour dire attendez, moi Taïwan c'est mon intérêt national, je récupère Taïwan. Mais ce qui se passe aujourd'hui quand même, Nicolas Tenzer, là ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux, c'est que Volodymyr Zelensky par exemple, en élément d'agenda, doit rencontrer le vice-président américain J.D. Vance ce vendredi lors d'une conférence sur la sécurité à Munich. Qu'est-ce qu'on doit attendre de cette rencontre ? Alors, moi, honnêtement, vous savez, J.D. Vance, quand il était encore candidat à la vice-présidence, disait, moi, l'Ukraine, j'en ai rien à faire. Mais en ces termes, c'est-à-dire dans les termes d'une brutalité inouïe. Donc là, évidemment, il est vice-président maintenant. Il ne va pas se démarquer de Trump. Donc il va dire à Zelensky, maintenant vous devez céder, il faut négocier. Parce qu'il faut savoir que tous ces gens autour de Trump, c'est la même chose pour Elon Musk, finalement, eux, ce qui les intéresse, ce sont soi-disant les grandes puissances. Donc l'avantage est à Poutine, là, clairement, aujourd'hui. Là, encore une fois, dans l'esprit de Trump, oui. Je veux dire, encore une fois, moi, j'aurais bien aimé, par exemple, que Trump agisse rationnellement. S'il avait été rationnel, il avait dit, moi, je suis un homme fort. Vous savez, il a ce discours assez viriliste, voire masculiniste de Trump. Voilà, je vais montrer effectivement à Poutine que c'est moi qui règne. En réalité, convaincre Trump en lui disant, mais si vous cédez à Poutine, vous allez apparaître comme un homme faible, et en plus, vous aurez l'air ridicule vis-à-vis des Iraniens ou des Chinois, ça ne marche pas. Pardon, mais il y a peut-être une rationalité dans le discours de Donald Trump, c'est la rationalité de l'argent. Il a des exigences vis-à-vis de l'Ukraine. Il affirme avoir réclamé à Kiev l'équivalent de 500 milliards de dollars de terres rares, de métaux, notamment qui sont utilisés dans l'électronique. Une sorte de donnant-donnant, de récompense pour l'engagement des États-Unis. Il ne s'embarrasse pas de la morale, Donald Trump ? Il ne s'embarrasse évidemment pas de la morale. Là, effectivement, c'est l'art du deal. C'était le titre d'un des ouvrages qui était paru sous sa signature, en tout cas. Et là, il se dit, finalement, il y a cette terre rare, mais il faut savoir que c'est Volodymyr Zelensky lui-même qui lui a soufflé quand même l'idée. Il s'est dit, mais parce qu'il est quand même intelligent, il se dit, comment est-ce que je vais pouvoir essayer d'attirer Trump ? C'est de lui dire, attendez, il y a cette terre rare. Ces terres rares, il faut savoir qu'elles sont majoritairement dans les régions occupées du Donbass. Voilà, c'est sous le contrôle c'est ça qui est assez russe. Voilà. Et donc, il va pouvoir dire, attendez, vous voulez ces terres rares ? Oui, je suis prêt à discuter avec vous, parce que quand même, vous nous avez aidés. Alors, pas sur 500 milliards. Il n'y a jamais eu 500 milliards d'aides américaines à l'Ukraine, il faut quand même le savoir. Donc là, Trump fait monter les enchères en quelque sorte. De 80-90 milliards. Donc si vous voulez quand même en avoir une partie, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de nous aider, en nous donnant plus d'armes, à récupérer le Donbass. Mais je ne suis même pas sûr que ça marche. C'est-à-dire que Trump, en plus, n'a pas du tout une vision, en quelque sorte, subtile, qui lui permet de dire, j'ai cet objectif-là, du coup, je vais voir comment je peux faire en aidant l'Ukraine pour récupérer. Il n'est même pas là. Il est dans la brutalité de l'affirmation. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, c'est un mauvais dealer. Vous savez, on comprend pourquoi Trump... Il a quand même réussi dans les affaires. Il a réussi, il n'a pas réussi. Je veux dire, ces entreprises ont été quand même extraordinairement... Il y a beaucoup d'entreprises qui sont tombées en faillite. Oui, c'est vrai aussi. Il ne faut pas oublier. Il y a tout l'aspect de l'insuccès économique, je dirais, de Trump dans sa propre gestion de ces entreprises. Mais là, on voit bien que dans les négociations qui se présentent aujourd'hui, il y a plusieurs strates. Il y a effectivement les territoires, il y a ces métaux rares, il y a aussi... On voit ce qu'a fait la Russie là avec la libération de l'Américain Mark Vogel. Vogel, pardon.
Donald Trump est ravi. Il dit voilà, ils ont été gentils, ils ont été sympas avec nous, les Russes. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'ailleurs entre les États-Unis et les Russes en ce moment ? De toute manière, il y a des discussions. Ça, encore une fois, ça c'est pas secret. Il y a des discussions. Il y a des gens autour de Trump qui sont allés voir les gens auprès de Poutine. Peut-être qu'il y a eu même cette fameuse conversation. On ne le sait pas exactement entre Trump et Poutine. C'est pas complètement confirmé. Enfin, avant l'investiture, il y en a eu, probablement. Il y en a eu en tout cas avant, dans la période où Joe Biden était président. Il y a eu quand même plusieurs contacts. Il y a quand même eu, ça a été bien montré, vous savez, dans le film d'Antoine Wittgen ou dans le livre de Régis Janté, il y a quand même des affinités, des liens d'affaires quand même assez anciens. Mais de là à dire par exemple qu'aujourd'hui, Donald Trump sert les intérêts de Vladimir Poutine. Je vous dis ça parce que le premier qui a été à s'engouffrer dans la brèche après les déclarations ambiguës de Donald Trump dont on parlait tout à l'heure, c'est Vladimir Poutine lui-même qui dit qu'effectivement une partie significative de l'Ukraine voudrait être russe. Ça sert les intérêts de Poutine aujourd'hui ? Alors, moi je pense que Trump sert les intérêts de Poutine de deux manières, ou de trois manières. Un, avec son discours, qui est encore une fois le même discours sur le fond, même rhétorique que la rhétorique de Poutine. Deuxièmement, accepter que l'Ukraine soit amputée d'une partie de son territoire, le fait même d'aller vite et de ne pas aider l'Ukraine à reconquérir ses territoires, ça sert totalement les intérêts de Poutine, bien évidemment. Et puis, il y a le troisième élément, qui me paraît évident, c'est-à-dire de dire aujourd'hui, finalement, le droit des peuples n'existe pas. Peu importe que les peuples ukrainiens, ils se soient un jour rattachés à la Russie, ça sert totalement la rhétorique de Poutine. Mais vous y croyez à un moment, un jour, dans les jours prochains, à une table ronde avec Poutine, Zelensky et Trump ? Vous y croyez à ça ? Aujourd'hui, encore une fois, je ne le vois absolument pas, parce que d'abord, Poutine ne veut pas s'asseoir à la même table que Zelensky. Il essaye de les délégitimer, on l'a vu totalement. Que je vois mal Zelensky serrer la main à quelqu'un qui est un criminel de guerre, poursuivi d'ailleurs pour des crimes de guerre. Il dit que c'est un terroriste et un assassin. Mais c'est un terroriste. Je veux dire, de toute manière, Poutine, déjà en Syrie, je ne parle même pas de l'Ukraine, a tué plus de civils syriens, il ne faut jamais l'oublier, que même Daesh. Donc c'est le pire terroriste. C'est-à-dire que les crimes de Poutine partout dans le monde, c'est pire que les crimes combinés d'Al-Qaïda et de Daesh. Autour de la table. Il lui-même, Zelensky, dit qu'il est prêt à négocier directement avec Poutine. Alors il est prêt, encore une fois, parce qu'il sait qu'il essaye de jouer le jeu de Trump, mais il ne sera jamais, encore une fois, à l'aise avec ça. Et puis quand même, dans cette image, vous oubliez, si j'ose dire, enfin c'est pas vous, mais on oublie souvent l'Europe. Et justement, on va en parler. On va en parler, juste d'un mot quand même. Il ne parle plus de paix en 24 heures, il parle de paix en 100 jours maintenant, Donald Trump. Ça veut dire le 30 avril prochain, 100 jours après le début de son mandat. C'est possible ou pas, d'un mot ? Non. Et puis en plus, il faut voir que la paix sera la prochaine guerre. Alors on va parler de l'Europe justement dans un instant. Nicolas Tenzer, on vous retrouve juste après le fil info. Il est 8h45, Maureen Sugnard. Le chef de la Ligue arabe juge inacceptable de déplacer les Palestiniens hors de leur terre. L'Égypte, elle, dit vouloir présenter une vision de la reconstruction de Gaza. Et cela sans déplacement des habitants. Des réponses à la volonté de Donald Trump d'expulser les 2 millions de Palestiniens vers la Jordanie et l'Égypte. Le président américain menace les deux pays de couper des milliards d'euros d'aide s'ils ne le font pas. Il est toujours interrogé par les enquêteurs pour le meurtre de Louise, collégienne de 11 ans scolarisée dans l'Essonne. Un homme de 23 ans dont l'ADN a été retrouvé sur les mains de l'adolescente. Aucun mobile apparent ne se dégage. 21 000 recrutements à la SNCF, 16 000 chez LVMH, 10 000 chez Bouygues, des milliers de CDD et de CDI en 2025. Ces 3 entreprises sont celles qui vont le plus embaucher cette année selon le baromètre du magazine Usine Nouvelle en partenariat avec les radios ici Ex-France Bleu. Le PSG a déroulé face à Brest, 3-0 des Parisiens contre les Bretons en match de barrage aller de la Ligue des Champions de football. Le Real Madrid a renversé le match face à Manchester City, victoire 3-2 avec un but de Kylian Mbappé. Et ce soir, c'est Monaco qui joue contre le Benfica Lisbonne. France Info. Le 8-30 France Info. Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et toujours avec Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po, auteur de Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique aux éditions de l'Observatoire. Juste avant le fil info, Nicolas Tenzer, à propos de l'Ukraine, vous nous disiez la paix sera la prochaine guerre. Que vouliez-vous dire par là ? Ça veut dire que s'il y a un accord de paix dans les conditions qui semblent parfois se dessiner, c'est-à-dire une cession des territoires à la Russie, des garanties de sécurité incertaines, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas nécessairement énormément de troupes des pays de l'OTAN ou des pays de l'Union européenne, c'est à peu près la même chose d'ailleurs, sur le territoire ukrainien. Poutine, qui en fait souffre aujourd'hui, enfin il souffre,
son armée souffre, malgré tout. Je veux dire, les pertes sont colossales, l'économie est en perdition totale, avec des taux d'inflation extrêmement élevés, des taux d'intérêt qui atteignent pour les entreprises entre 25 et 28%. Je veux dire, une économie vraiment en chute libre. Avec quand même une croissance économique, alors qui est certes portée par l'économie de guerre. Alors, une croissance, effectivement, qui est liée à l'économie de guerre, malgré tout, et qui est liée au fait que, quand même, vous avez le contournement des sanctions. Mais quand même, l'économie russe est faible. Donc la paix, prochaine guerre. Voilà, donc ça veut dire, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, si on lui donne 3 ans ou 5 ans, Poutine va reprendre ses forces, il va se renouveler, son armée va se moderniser. C'est une pause pour reprendre des forces. Oui, et encore une fois, c'est d'ailleurs ce que disent, je veux dire, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ce que disent notamment les services de renseignement allemands, britanniques, depuis un certain temps. Ils disent aujourd'hui, effectivement, voilà, l'économie est quand même difficile, dans une situation difficile en Russie, mais les objectifs de Poutine, c'est-à-dire mettre la main sur une partie de son ancien empire, ça peut être par exemple les pays baltes, garder évidemment sous sa coupe le Bélarus et la Géorgie, où les attaques personnelles, physiques contre les manifestants, contre les opposants se multiplient. Donc l'Ukraine, c'est que le début, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais là, dans les négociations qui s'esquissent, on voit que les Européens sont absents. Ils sont totalement éjectés des négociations, notamment par Donald Trump et Vladimir Poutine. C'est une trêve là qui peut se faire sans les Européens ? Écoutez, les Européens, y compris le président de la République française, dit clairement il n'y a pas de discussion possible sur l'Europe, et l'Ukraine est en Europe, sans les Européens. Et ce n'est pas du tout parce que Trump aurait dit à Poutine, voilà, on fait un accord ensemble, que les Européens doivent dire, écoutez, nous acceptons cet accord. Oui, mais on voit que l'Union européenne, elle n'a pas de voix au chapitre. Comment elle peut s'imposer ? Mais alors, si on regarde, d'abord quand même la réalité des chiffres, vous voyez que l'aide militaire des Européens, et dans les Européens, je mets aussi le Royaume-Uni, qui est en Europe, qui n'est pas dans l'Union européenne, mais qui est plus la Norvège, qui est aussi un pays important, non membre de l'UE, mais européen. Vous avez beaucoup plus d'aides données par ces pays que par... oui, parce qu'il y a les aides bilatérales et puis il y a les aides et que tout ceci. Donc l'Europe, je veux dire, ce n'est pas l'espèce de nain géopolitique. Maintenant, il y a un vrai sujet qui est la question de l'unité, il y a la question de la volonté. Vous savez qu'il y a quand même des divisions au sein de l'Union européenne, que, vous savez, Emmanuel Macron, en juin 2022, au salon Eurosatory, disait il faut absolument que l'UE passe en économie de guerre. Ni nous, ni les autres pays européens n'y sommes. Ça, c'est comme la réalité. On sait aujourd'hui qu'on devrait porter le budget à 3 ou 4% du PIB consacré à la défense. Et on en est loin. Là aussi, on en est loin. Oui. Je veux dire, donc derrière, vous avez quand même des décisions. Est-ce que l'Europe, aujourd'hui, devant cette menace-là, vous savez, on a vu effectivement avec le sommet de l'IA où les Européens ont dit, vous savez, par rapport aux objectifs de dérégulation totale que pousse Elon Musk, aussi pour le compte d'ailleurs du gouvernement américain et pour ses intérêts propres, il faut quand même instaurer des régulations. C'est la même chose pour la guerre. Mais juste un mot, parce que sur l'Europe, vous nous disiez que l'Ukraine, qu'une paix, qu'une trêve en tout cas, se ferait dans l'intérêt en fait de Vladimir Poutine, ça lui permettrait de reprendre son souffle en quelque sorte. Est-ce qu'il faut comprendre que du point de vue européen, nos pays n'ont pas intérêt à la paix aujourd'hui ? Parce que ce serait une menace pour après-demain. Oui, absolument. Nous n'avons pas intérêt à la paix. Enfin, nous avons un intérêt à la paix si c'est une paix, effectivement, qui permet à l'Ukraine de se restaurer. Nous avons intérêt à avoir une Russie, bien sûr, aujourd'hui, qui continue à subir les sanctions des pays européens et d'ailleurs des Américains, parce que si on reprend le business as usual, si j'ose dire, c'est-à-dire les entreprises reprennent le chemin de Moscou, ça va renforcer aussi... Donc on a besoin d'avoir un objectif qui est un plan, non seulement pour la victoire de l'Ukraine, mais un plan pour la défaite de la Russie. C'est ça, la réalité. Encore une fois, c'est une question de sécurité. C'est une question de sécurité. Cette question de la sécurité qui passe par une Europe de la défense. On voit Emmanuel Macron en parler régulièrement. Bien sûr, mais là-dessus, il a totalement raison. Mais il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort aujourd'hui. Et ça suppose aussi que les populations, c'est-à-dire les Français bien sûr, mais aussi l'ensemble des autres pays, des peuples européens, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, etc., les Polonais et les Baltes en sont plus convaincus que nous, qu'on voit effectivement la réalité de cette guerre qui vient et qui nous menace. C'est-à-dire que ce n'est pas en disant nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, qui est une rhétorique parfois utilisée par un certain nombre de dirigeants politiques, que l'on va faire prendre conscience aux peuples européens de ces sacrifices nécessaires. Parce que, je vais forcer un peu le trait. Aujourd'hui, effectivement, on a une difficulté budgétaire que chacun connaît. Il y a des choix à faire. Mais si nous ne faisons pas les choix qui sont véritablement vitaux pour notre avenir, et c'est notamment l'industrie de défense, je veux dire, à quoi servent encore une fois qu'on ait le meilleur système de protection sociale au monde ? Excusez-moi, je vais un peu, je caricature un peu. Mais c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a effectivement des décisions. Et encore une fois, cette guerre, elle vient.
Il faut que nous parlions dans les minutes qui nous restent, Nicolas Tenzer, du Proche-Orient, avec l'ultimatum de Donald Trump qui promet l'enfer si tous les otages israéliens ne sont pas libérés par le Hamas d'ici samedi. Est-ce qu'il faut comprendre que la guerre va reprendre ? Alors, d'abord, je pense qu'aujourd'hui, aucune des deux parties, c'est-à-dire aussi bien le Hamas que le gouvernement de Netanyahou, aujourd'hui ne table sur une paix durable et n'ont même un intérêt dans leur perspective à la paix, malheureusement. Il y a quelques semaines, au moment de la signature de la paix, on disait là, cette fois-ci, ils ont intérêt à cette trêve. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ils ont intérêt à une trêve, ils avaient un intérêt à une trêve, parce que il y a aussi, bien sûr, la question extraordinairement douloureuse des otages, je dirais, et pour la société israélienne, c'est quelque chose, et pour tout humain d'ailleurs, c'est une situation absolument épouvantable de voir ces otages. On a vu aussi les mises en scène, je dirais, du Hamas pour le retour. Donc, il fallait absolument qu'il y ait ces libérations, mais la réalité, c'est que le Hamas dit, nous, on voulons contrôler toujours, évidemment, et à jamais la bande de Gaza. Et si nous cédons sur les derniers otages, il n'y a plus en quelque sorte de monnaie d'échange. C'est aussi, excusez-moi, c'est extraordinairement brutal, mais c'est quand même comme ça que le Hamas raisonne. Pour le gouvernement israélien, Netanyahou, il sait aussi que sa seule chance de survie, c'est la fuite en avant. Et la fuite en avant qui va dans la destruction de plus en plus accélérée, effectivement, de la bande de... Donc, et voilà, et Trump qui rajoute, alors Trump, pour le coup, n'est pas le fauteur de guerre, mais il ajoute, si vous voulez, il ajoute une couche, si vous voulez. Ce qu'il faut dire, c'est que depuis le début de cette trêve, effectivement, il y a eu des déclarations de Donald Trump, notamment qui lui souhaite, le président américain, que la bande de Gaza devienne la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Et ça, évidemment, ça a refroidi le Hamas. Oui, les mais Palestiniens on est, en général, les pays arabes. C'est ce que je disais, Trump ajoute une couche dans la déshumanisation. C'est-à-dire que vous avez, et c'est ça qui est absolument terrible avec cette présidente, c'est que les êtres humains n'existent plus. Ce sont des pions, ce sont des santons qu'on déplace dans une crèche. Voilà, c'est à peu près ça, si j'ose dire. C'est-à-dire que les êtres humains n'existent pas, les peuples n'existent pas, que ce soit le peuple palestinien ou le peuple ukrainien, ou d'ailleurs même le peuple israélien. Mais en face, quelle réaction ? On voyait le roi de Jordanie qui était hier dans le bureau ovale. Donald Trump dit carrément on va prendre le contrôle de Gaza. Les États-Unis vont prendre le contrôle de Gaza. Le roi de Jordanie à côté, il dit on va discuter en fait avec les pays arabes pour voir comment on peut réagir. Voilà. On sent pas une certaine fermeté des pays arabes en face. Alors, comment ça va se terminer, cette histoire ? Malheureusement, si vous parlez effectivement des pays arabes... Arabie Saoudite, Égypte, voilà. Jordanie... En fait, ils se moquent complètement du sort du peuple palestinien. C'est ça aussi la réalité. C'est-à-dire qu'ils étaient en fait très contents avant effectivement le pogrom du 7 octobre commis par le Hamas. Ils étaient très contents de voir cette situation finalement ne pas dégénérer malgré effectivement les attaques des uns sous des autres. Mais ils ne voulaient surtout pas en entendre parler. Aujourd'hui, ils ont envie, et notamment d'ailleurs les pays du Golfe, l'Égypte et la Jordanie ont des souvenirs quand même assez cuisants, quand même, je dirais, de certains épisodes. Donc, ils ne veulent pas non plus remettre la main là-dedans, que ce soit évidemment Septembre Noir ou que ce soit évidemment le conflit avec l'Égypte et Israël. Mais les autres, ils veulent reprendre le chemin tout simplement des affaires. Ils veulent reprendre... Même l'Arabie Saoudite ? L'Arabie Saoudite n'a pas signé les accords d'Abraham, comme vous le savez. Les accords de normalisation oui, qui veulent les avec accords, Israël. effectivement, je dirais, qui permettent de reprendre contact avec Israël. Mais en fait, ils ont qu'une envie, c'est de le faire. Et Trump, je dirais, dans sa politique vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, c'est un des points centraux qu'il met en avant. Il faut maintenant que l'Arabie Saoudite redevienne effectivement un allié d'Israël dans la région. D'où le malaise, effectivement, des pays arabes qui n'ont pas le sentiment d'avoir une prise, qui ne sont pas mécontents aussi de l'affaiblissement du Hamas. Soyons parfaitement clairs. De même qu'ils sont très contents aussi de l'affaiblissement du Hezbollah au Liban. Voilà. Donc, est-ce qu'ils ont une parole, je dirais, qui peut être entendue ? Quant au plan de Trump, il n'a évidemment strictement aucun sens. Parce que je dirais que ces 2 millions de personnes, où vont-elles aller ? Je veux dire, qu'on dit, voilà, il n'y a pas de droit au retour, c'est une autre chose qu'il a dit à ce propos. Pas de droit au retour dans je veux dire, c'est complètement, encore une fois, c'est quand même la terre des Palestiniens, il ne faut pas l'oublier. On vous écoute depuis une demi-heure, et que ce soit sur l'Ukraine, que ce soit sur le Proche-Orient, on a le sentiment que Donald Trump, en businessman, s'assied sur 80 ans d'ordre mondial et qu'au fond, tous les livres qu'on peut écrire ces dernières années, ces derniers mois sont quasiment déjà caducs. Est-ce que c'est le cas pour vous, expert en géostratégie ? Voilà, il faut tout revoir. Alors aujourd'hui, je dirais, encore une fois, tout ceci était totalement, d'une certaine manière, prévisible. Je veux dire, Trump, ce n'est pas une surprise.
encore une fois, de le voir arriver là. Ça fait quand même très longtemps que beaucoup d'Européens disent de toute manière, les États-Unis ne seront plus à nos côtés. Et il va falloir que nous prenions nous-mêmes des décisions. Et là, on y est, parce que ça fait. On en parlait en 2016, mais là, maintenant, on y est. Mais oui, mais parce qu'on en parlait déjà depuis plusieurs années. Parce que, bon, Trump, si vous voulez, c'est la brutalité absolue, totale. Oui, mais c'est le business au pouvoir aussi. C'est Elon Musk dans le bureau de la Maison-Blanche avec son garçon sur les épaules cette nuit, tout ça. Sans parler de tout ce qui se passe sur la scène intérieure, avec des conséquences internationales. Je pense notamment, on va voir si c'est durable, mais la disparition de USAID, qui est donc le grand département d'aide au développement des États-Unis, c'est une catastrophe sans nom, parce que c'est une bénédiction pour la Chine, parce que la Chine va dire attendez, il n'y a plus d'aide américaine pour faire contrepoids, l'aide européenne est quand même relativement faible, donc on va s'engouffrer dans la brèche, aussi bien en Afrique, en Amérique latine, dans un certain nombre de pays encore pauvres ou à revenus intermédiaires d'Asie. C'est ça qui est catastrophique. Mais quand vous regardez aussi, par exemple, on parle du protectionnisme de Trump, regardez ce qu'a fait Biden avec l'Inflation Reduction Act, qui attire les entreprises américaines. Est-ce que Biden a aidé véritablement l'Ukraine ? Oui, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Il aurait pu résoudre. Il n'a pas été dans des donc on a des éléments de continuité malgré la brutalité sans commune mesure de Trump. Merci beaucoup Nicolas Tenzer. Je renvoie à votre livre Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique, édition de l'Observatoire. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Ce matin sur France 1.